une question qui agite en ce moment, avec raison, le débat politique ou le débat culturel sur le Coran européen. Qu'entend-on par là, Monsieur Bali ? Alors c'est quelque chose d'absolument incroyable. C'est un programme qui est financé par une émanation de la Commission européenne, programme à vocation, dit-on, scientifique, de recherche. Un programme qui a été initié le 1er avril 2019. Et là, ce n'était pas un 1er avril, parce que c'est bien réel. Mais c'est vrai que quand on lit les tenants et les aboutissants de ce programme, on pourrait se dire que c'était un poisson d'avril. Mais ce n'est pas un poisson d'avril. C'est un programme qui a coûté, et coûte encore, coûtera 10 millions d'euros aux contribuables européens. 10 millions d'euros. C'est dans la gamme de ces programmes scientifiques initiés par Bruxelles, c'est un des programmes qui est le mieux financé. 10 millions d'euros, alors pourquoi faire ? 10 millions d'euros pour un programme qui s'appelle réellement le Coran européen. Donc c'est un projet scientifique qui a pour but de dire en quoi le Coran a joué un rôle important dans la formation de la diversité et de l'identité religieuse de l'Europe du Moyen-Âge au début des temps modernes, et qu'il continue de le faire. Bon, ça, on n'a pas besoin de 10 millions d'euros pour savoir qu'il continue de le faire. La société française vit au quotidien l'actualité de l'islamisation, de l'avancée de l'idéologie islamique sur son sol, en France, en Angleterre et partout en Europe. Mais voilà, alors on enfonce le clou. C'est une des têtes pensantes de ce programme est un dénommé John Tolan, qui est un universitaire français, contrairement à ce que son nom indique. Il est universitaire à Nantes, professeur d'histoire médiévale à l'université de Nantes, et il reconnaît lui-même d'ailleurs que parler de Coran européen, c'est un peu une provocation. Il a écrit un livre qui s'appelle Mahomet l'Européen en 2018, et grâce à la Commission de Bruxelles, il peut poursuivre son travail, sa recherche, disons-le tout clairement, son travail de propagandiste. Il est très lié aux frères musulmans. Il participe à de nombreux séminaires et colloques organisés ou qui se trouvent sous l'influence des frères musulmans. Également très lié évidemment au régime turc de monsieur Erdogan, et donc là on est vraiment dans la propagande frériste. Voilà, alors on organise des expositions maintenant, le travail est abouti, donc on le présente, on organise des expositions. La première a eu lieu à Tunis, la seconde à Vienne en Autriche. Ils connaissent bien l'histoire, ces gens-là, la revanche de Vienne, et puis bientôt à Nantes. Alors on a l'ambition là de montrer que l'islam et les musulmans sont présents en Europe depuis le 8e siècle. Encore une fois, là on n'a pas besoin de 10 millions d'euros pour le savoir. Évidemment, la propagande va s'adresser également aux plus jeunes, puisqu'une BD sera publiée le 23 avril, une BD aux éditions Petit à Petit. C'est très amusant, ces éditions, effectivement. Petit à petit, l'islamisme fait son nid. Et le titre de la BD, ça sera « Safar, l'histoire du Coran en Europe ». Voilà. Donc on est devant une entreprise financée par l'Union européenne, par la Commission de Bruxelles et donc par le contribuable européen, qui est une entreprise de propagande frériste, une propagande coraïste de l'idéologie islamiste. On n'a vraiment pas besoin de ça aujourd'hui, et voilà où va l'argent du contribuable européen. Alors on peut voir l'affiche du colloque qui va se tenir en France, le Coran européen, où on voit l'empereur Napoléon lire le Coran au milieu d'enluminures et de sourates. Voilà. Pourquoi l'empereur Napoléon, Bernard Anthony, d'ailleurs ? Mais parce que, comme toujours, dans les idées fausses, il y a une part de vrai. Parce qu'autrement, d'ailleurs, le mensonge ne passerait pas s'il n'y avait pas en lui un tout petit peu de part de vérité. Napoléon, à Acre, à Saint-Jean d'Acre, donc, qui avait d'ailleurs abandonné une partie de son armée, l'armée de la bataille des Pyramides, Napoléon a trouvé le moyen de faire un sermon
que s'il arrivait à conquérir cet ensemble proche-oriental, il se ferait musulman. Hein. Donc là, et on voit là comme une fascination pour l'islam par les pays autoritaires ou totalitaires. Alors, Napoléon a joué là parce qu'il avait abandonné une partie de son armée, d'ailleurs dans de tristes circonstances, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il avait été aussi, parce qu'il faut rappeler qu'on fait de l'histoire, on fait de l'histoire vraie. On peut avoir de l'admiration pour l'empereur, en même temps, ça n'autorise pas à mentir sur sa politique qui n'était pas tout à fait recommandable, et notamment quand il a fait pratiquer l'euthanasie de masse pour les blessés de son armée. Alors Napoléon donc, joue le jeu de l'islam, puis il a rembarqué ensuite parce qu'il a vu que ce n'était pas possible, mais Mussolini, même chose, a été fasciné. Certes, il y a eu la conquête de l'Éthiopie, mais le discours mussolinien était celui de comment dirais-je, l'accord avec l'islam. Et Hitler, alors Hitler, tout le monde s'en souvient. Ah, les extrémistes d'extrême droite, qui quelquefois nous écoutent aussi. Mais oui, Hitler, c'est son grand accord avec Amal Hussein al-Husseini, le grand mufti de Jérusalem. Et donc là, le grand mufti de Jérusalem qui va créer des divisions SS, notamment en Bosnie, notamment donc en Albanie. Il y a cette attirance. L'islam est profondément totalitaire. J'ai écrit 3 livres sur l'islam, assez convergents, l'un sur l'islam en général, un autre sur le Coran, un autre sur les hadiths. On trouve d'ailleurs dans les hadiths aussi l'affirmation de la réelle politique, si on peut s'exprimer ainsi, de Mahomet ou de Muhammad, comme vous voudrez. Donc là, il y a la réalité totalitaire de l'islam que les frères musulmans, fondés par Hassan al-Banna, le grand-père de Tariq et Ani Ramadan, donc ont largement donc utilisé. Voilà donc pourquoi je pense qu'il faut y regarder de plus près avant de s'ouvrir. Il aurait fallu y regarder de plus près avant de s'ouvrir à n'importe quoi dans l'islamisme. C'est intéressant de voir d'ailleurs le nombre d'universités qui participent à ça, l'université de Barcelone, autonome, l'université d'Amsterdam, l'université de Nantes que vous avez citée, le centre d'études scientifiques espagnol, l'Académie des sciences de Hongrie, enfin c'est vraiment assez large. Et ils sont aussi en lien avec d'autres universités donc, qui doivent participer au financement de cette opération, parmi lesquelles l'université de New York, d'Abu Dhabi, d'autres universités anglaises ou américaines. Vraiment, c'est quelque chose qui mobilise énormément de force et qui a pour but de montrer comment même les athées ont été influencés par le Coran. Donc c'est assez rigolo finalement. Il y a vraiment un entrisme des frères musulmans, on le savait, notamment sur les institutions européennes et dans le monde universitaire, c'est absolument incroyable. L'islamo-gauchisme est une réalité. Il y a quelques années, on nous riait au nez quand on en parlait. Aujourd'hui, c'est devenu une réalité qui menace l'équilibre et la structure de nos sociétés. Il faut rappeler, par orgueil imbécile, mais que nous avons été les premiers à voir la perniciosité des propos de Houriya Boutelja. Elle fait partie de quelques femmes auxquelles je suis opposé depuis longtemps, depuis plusieurs années, avec la griffe, et donc Houriya Boutelja, qui est à la fois donc, qui était employé à l'Institut du monde arabe à Paris, Houriya Boutelja, qui dénonce, donc propage le racisme anti-blanc sans aucun scrupule. Et donc, voilà aussi une des tâches de la griffe. Mais quand Houriya Boutelja a
commencé à dire il faut bien leur donner un nom à ces Blancs. Moi, je les appelle des sous-chiens. On a vu quelques hommes politiques se révolter contre cela, dire c'est pas admissible. Et puis, nous nous sommes retrouvés seuls pendant des années et nous bataillons encore. Là, elle est, je dois dire, une des femmes que je combats avec le plus de bonne humeur, parce que c'est un véritable, comment dirais-je, elle joue un rôle qui est absolument incroyable. Je l'ai vu d'abord à Toulouse. À Toulouse, d'ailleurs, là, on nous avait dit qu'on gagnerait forcément parce que le président du tribunal était un pied noir, que sais-je encore. Mais hélas, on a vu aussi beaucoup de personnes dont on pouvait penser a priori que leurs origines ou leurs idées les rendraient, comment dirais-je, compréhensibles pour les plaintes de la griffe. Ça n'est pas toujours le cas. Et donc, j'ai le souvenir, à la 17e chambre, de ce que Houria Boutelja est arrivée. Elle-même, elle sait s'accoutrer selon les circonstances, là, très timidement, sous son voile. Et avec elle, plusieurs dizaines de personnes en foulardé, ou bien avec des kéfiers. Il y avait beaucoup de kéfiers palestiniens ce jour-là. J'ai demandé à la présidente du tribunal s'il y avait tempête de sable sur le tribunal ce jour-là, parce que effectivement, à l'accoutrement des participants, des assistants à ce procès, c'est ce qu'on pouvait croire. Voilà donc un tout petit peu pour la réplique est importante. Alors on parlait tout à l'heure de ce programme du Coran européen. Alors, il y a eu des réactions politiques. Sarah Knafo a répliqué, un député européen du RN, qui est l'ancien directeur de la police aux frontières européenne, a répliqué, a dénoncé cela. Mais comme d'habitude, toutes ces répliques, toutes ces condamnations n'ont pas de suite et il n'y a pas de réplique structurée. Alors que face à des programmes comme cela, il faudrait qu'il y ait en face des universitaires, des chercheurs, des hommes politiques, des historiens qui répliquent et qui remettent l'histoire à l'endroit. Hélas, c'est la soumission dans ce domaine-là aussi, et on se fait manger petit à petit. Oui, alors il faut tout de même préciser que le programme scientifique qui est derrière ces recherches, c'est de voir comment le Coran a été traduit en Europe. Au fil des siècles, depuis le début. Donc il y a d'une part le travail scientifique qui est légitime finalement, pour voir si on a le même Coran dans une tradition qui est née de différentes traductions qui ont ensuite influencé. Bon, ça, pourquoi pas. Mais le problème, c'est justement cette présence frériste qui va utiliser ces travaux à des fins autres, à des fins pro-islamiques. Parce qu'il faut dire que, effectivement, ça a été d'abord une revendication d'un personnage éminent de l'Église catholique, Pierre le Vénérable, abbé de Cluny, que cette traduction du Coran. Parce que Pierre le Vénérable voyait déjà au XIe siècle dans la nécessité d'avoir une connaissance de ce à quoi adhéraient les musulmans. C'est plus que légitime, il faut le faire. Donc voilà pourquoi nous ne sommes pas du tout hostiles au fait d'étudier le Coran. Et d'ailleurs, les meilleurs islamologues français ne sont-ils pas parmi nos amis? Je veux citer Marie-Thérèse et Dominique Urvois, donc de l'université de Toulouse, et qui sont non seulement de grands arabisants, mais de grands spécialistes donc, de l'islam, de la philosophie islamique, du Coran. Nous avons besoin effectivement d'être formés sur cela. C'est pour cela que moi-même, avec ma modeste connaissance de ces sujets, j'ai pensé qu'il était bon de faire un travail de synthèse sur l'islam en général, un autre sur les textes du Coran et un autre sur les textes des hadiths, les hadiths étant les faits et gestes du prophète Mahomet. Mais effectivement, donc l'Église catholique s'est souciée d'une bonne connaissance, d'une connaissance aussi poussée que possible de ce qu'il y avait sous le couvercle
de la marmite islamique. Je note qu'aujourd'hui, la population algérienne en France devenant toujours plus nombreuse, les consulats algériens sont toujours plus nombreux. L'Algérie, la communauté algérienne est aujourd'hui celle du plus grand nombre d'immigrés en France, puisqu'on évalue le nombre des enfants, le nombre des Algériens en France. Alors voici l'évaluation officielle à 1,2 million, le nombre de leurs enfants à 2 millions sur 2 générations, et l'ex-ambassadeur Driancourt, encore une fois, que nous connaissons bien puisque nous l'avons invité au Centre Charlier, dont évalue, quant à lui, c'est un scientifique de la chose, à un chiffre de 4 à 6 millions d'Algériens et franco-algériens présents en France. Voilà donc un tout petit peu. Alors, ces consulats algériens sont autant aujourd'hui de pilotis du gouvernement algérien. Ce sont des centres des centres de propagande, des centres d'organisation sur le modèle de ce qu'ont fait les Turcs, parce qu'il n'est pas de grandes villes françaises, et surtout dans certaines régions, je pense en Rhône-Alpes, avec l'organisation, par exemple, des Loudries, une organisation d'extrême droite turque, etc. Donc là, on a donc une volonté hégémonique des pays d'islam, avec leurs spécificités, leurs différences, mais c'est toujours comme ça, c'est petit à petit, comme il est dit en effet dans la maison d'édition qui va éditer la BD pour enfants concernant le Coran européen.